prêt à démarrer. Je vous propose qu'on démarre tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là. Ça me fait plaisir d'avoir du public. Pour la petite blague, la dernière conf où je suis allé, il y a eu 3 personnes. J'ai dû les envoyer vers d'autres confs parce que le workshop n'aurait pas fonctionné. D'avoir du public, c'est chouette. C'est hyper important. Une année dans le désert, comment notre équipe produit a survécu 1 an sans product manager, sans quality analyst. Quand on essaie de faire les choses bien, ça peut sembler un peu compliqué. C'est le retour d'expérience que j'ai envie de partager avec vous, quelque chose que j'ai vécu chez CoachHub. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, des grands remerciements pour les sponsors, les organisateurs. Un événement comme celui-là, quand on arrive, ça a l'air plutôt simple, il y a à manger, à boire, des conférenciers, des conférencières. La réalité derrière, c'est qu'il y a beaucoup de taf, beaucoup d'investissement de la part de beaucoup de personnes. Donc, vraiment envie de les féliciter et quand on voit le résultat pour une première édition, ça donne envie déjà d'être à la deuxième. Rapidement, à propos de moi, donc je suis Olivier Breda, je suis consultant sur des sujets autour du leadership, consultant pour des dirigeants, du conseil, du coaching, et également autour de tout ce qui est agilité et collaboration dans le domaine de l'engineering. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai commencé comme développeur pendant un certain nombre d'années avant de prendre plutôt des rôles managériaux, engineering manager, head of engineering. Et donc depuis peu, je suis à mon compte. J'ai un peu de dispo pour les personnes que ça intéresse. Maintenant que j'ai fait ma petite pub, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn si on n'est pas déjà connecté. C'est possible que ce soit déjà le cas. Je vous propose maintenant de revenir sur la présentation en elle-même. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, donc c'est une expérience que j'ai vécue sur l'année 2023 chez CoachHub. CoachHub, c'est quoi? C'est une entreprise qui a créé un SaaS, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation des coachs professionnels, freelance, avec des entreprises qui souhaitent déployer du coaching professionnel à l'échelle. Ils vont se dire, bah tiens, j'ai une 50aine de personnes que je vais promouvoir manager dans les 6 à 8 mois qui viennent. J'ai envie de les préparer, de les accompagner. On va leur mettre à disposition un ou une coach avec qui ils vont pouvoir échanger et développer un certain nombre de compétences. Donc là, on voit un petit peu la tête que ça a. On voit qu'on peut lister les sessions, on peut avoir une session de coaching en live directement, donc à l'intérieur de la plateforme, tout un système de vidéoconférence. On a des activités, on a des objectifs, des focus areas, donc des choses sur lesquelles on a spécifiquement envie de bosser et suivre la progression. Et donc moi, dans cette entreprise-là, je suis arrivé en tant qu'engineering manager. Et dans l'équipe en question, bah, on a le product manager et le QA qui sont assez vite partis et pour des raisons budgétaires, ils ont temporairement pas été remplacés dans l'immédiat. Donc j'ai envie de vous présenter Mango. On s'appelait, c'était le nom des équipes à l'époque, tout le monde avait un truc un peu végétal. Il y avait les Hens, il y avait les Sakura, il y avait plein de choses comme ça. Donc il y avait moi en tant qu'engineering manager. Dans le trio de lead, bah, on n'avait pas de product manager du coup. Et on avait une product designer, Stéphanie, assez senior, bien capée sur son rôle, mais vraiment davantage orientée design. On avait 3 devs. On avait Tarine, qui était plutôt junior, très spécifiquement orientée back-end. Linda, davantage sur la partie front-end. Et Benjamin, notre senior, qui touchait un petit peu à tout. Il ne connaissait pas trop la stack de CoachHub en arrivant, mais voilà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui connaît les concepts et qui est capable de très vite naviguer, peu importe la stack. Et donc, bah, on n'avait pas de QA. Donc là, c'était notre équipe. Ça fait un peu branlant, mais bah, il n'y avait pas le choix. Il fallait faire en sorte que ça fonctionne. Au niveau de notre périmètre fonctionnel et différents challenges qu'on avait, donc nous, sur la plateforme, on avait un premier périmètre qui était la partie messaging, le chat, pour résumer le truc simplement. On avait tout ce qui était réservation de session, donc accéder à l'agenda du coach, trouver un créneau qui va bien, bloquer la session, comme ça bloque du temps sur l'agenda du coach, ça envoie une invitation sur son propre agenda, bref, toutes ces petites choses-là. Et le dernier, c'était la vidéoconférence. Donc, si on regarde comme ça vite fait, on voit quand même qu'on est sur un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez critiques. Je veux dire, si on ne peut pas booker de session et si on ne peut pas aller dans la session, ça restreint vite l'intérêt de la plateforme. À l'intérieur de chacun de ces périmètres, donc au niveau messaging, on avait une codebase qui était pas géniale, mais ça faisait le job parce que la feature faisait pas grand-chose. On pouvait faire du chat avec une personne, on pouvait pas mettre de lien, on pouvait pas mettre d'image, on pouvait pas partager de documents, c'était juste on s'écrit des trucs.
mais ça faisait le job, il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup plus. Sur la partie session booking, on avait une code base un peu pourrie, là c'était un peu plus problématique parce que c'était très utilisé. Et on reposait sur une solution tierce qui n'était pas hyper fiable. Et dès qu'on avait un souci, en fait, en termes d'investigation, c'était hyper compliqué, notamment en fait ce qu'on avait derrière Session Booking, on avait aussi la synchronisation de calendrier Google avec le calendrier de la plateforme. Et alors ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des problématiques un peu similaires, mais c'est rarement parfait, surtout quand on veut en plus gérer Google Calendar, iCal, Outlook, c'est vite assez problématique. Et sur la vidéoconférence, pour Legacy Codebase, on dirait que je me répète, mais bon, CoachHub, c'était une scale-up qui a grossi très très vite, qui a recruté beaucoup de devs et qui a codé plein de choses très très vite et souvent pas très très bien. On s'appuyait aussi sur une solution tierce qui n'était pas hyper fiable et qui en plus allait être dépréciée. Donc il y avait un sentiment un peu de faut faire bouger les choses. Avec une équipe pas super staffée, c'était quand même embêtant. Et de nouveau, on est sur une feature qui est assez limitée. Je rentrerai un peu dans le détail de pourquoi on avait un souci avec les limitations de cette fonctionnalité-là. Et pour rajouter un petit truc sympa, on avait 60 bugs ouverts. Quand on est arrivé dans le périmètre, on a fait c'est un peu le bordel. Et on n'est pas super aidé. On n'est pas très nombreux, on n'est pas forcément tous très seniors. Ça s'annonce marrant. Du coup, plutôt que de commencer à se plaindre, on s'est dit on va essayer de mettre en place des bonnes pratiques au sein de l'équipe pour faire en sorte que ça marche, parce que visiblement, pendant les prochains mois, on va rigoler, on va galérer un peu. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Et le premier que j'ai envie de vous partager, c'est l'agenda des devs au niveau de l'équipe. Vous savez, un petit peu la structure des cérémoniaux, etc. Donc en premier, le lundi matin, on avait les sprint planning. Tout ce que vous avez en petit là, c'est des daily. C'est bien, les mecs qui suivent. Vous n'êtes pas encore en oui. J'ai pas mis des flèches partout, hein. Après ça fait lourd. Ici, on a la review. Là, on a la rétro. Et à la fin, on faisait des games, des chit-chats, des trucs sympas. La réalité du terrain, c'était que j'étais un bourreau à Scribble et que chaque fois, c'était le challenge de me battre là-dessus. On rigolait bien. Donc on voit que c'était plutôt propre, assez classique. Et en vrai, l'agenda des devs était presque toujours comme ça. Bon, il manque quand même un petit truc ici, qui va être les refinements. Ils sont où? En fait, la première approche qu'on a eue, c'est de se dire, on n'a pas besoin d'avoir un grand backlog hyper rempli. Nous, on veut faire des refinements quand on a besoin d'avoir de quoi alimenter l'équipe. On veut faire ça le plus tard possible pour éviter de se retrouver à avoir un backlog raffiné de ouf qui va potentiellement se déprécier petit à petit parce que il se sera passé des choses de sprint en sprint. Et puis quand on revient sur les tickets, déjà, on ne se souvient plus ce qu'il y a dedans. Et surtout, potentiellement, c'est peut-être plus vraiment pertinent. Il faut les retravailler pour de nouveau les rendre potentiellement implémentables à ce moment-là. Donc ça, c'était un peu la grosse image. J'ai envie de vous ramener tout de suite au truc qui se fait en général plutôt à la fin, c'est sur la partie rétro. Si vous voulez, quand on arrive dans une équipe où on sent qu'on va avoir des difficultés, où ça va être difficile, on a voulu que cette rétro, ce soit un safe space quasi tout de suite. Même si on a besoin de temps pour créer du lien, pour commencer à se faire confiance, on a essayé d'assez rapidement mettre des pratiques autour de ça en place. Et on a commencé par mettre en place ce qu'on appelle une roue des émotions. À chaque début de rétro, on mettait ça à dispo sur un Miro, puis on disait aux gens, voilà, regardez un petit peu ce qu'il y a là-dedans, et puis mettez votre petite tête, un petit avatar sur le ou les émotions que vous avez pu ressentir durant le sprint pour un petit peu nous raconter comment votre sprint s'est passé. Donc ça donnait des résultats un petit peu comme ça, où par exemple, on va prendre qui cette fois-ci? On peut prendre Benjamin, qui de manière générale est quand même un petit peu perplexe et inquiet, parce que visiblement il s'est pris la tête avec quelqu'un sur une décision, un choix technique, une gestion d'un incident, quelque chose comme ça. Et malgré ça, il termine le sprint plutôt content parce qu'on a quand même réussi à aller au bout et à régler le problème. Et avec ce genre de petits discours, de petites explications où chacun raconte émotionnellement comment s'est passé le sprint, ça permet d'être un petit peu moins orienté sur est-ce que l'équipe a été vraiment hyper efficace dans son delivery, etc. Mais plus comment moi j'ai vécu les choses. Ça donne le ton aussi sur qu'est-ce que la personne va mettre sur la table. Ça va teinter un petit peu la compréhension qu'on va en avoir derrière. Si la personne a passé un sprint pourri, et super un petit peu vindicative en rétro, essayer de prendre un peu de recul, rassurer la personne et un peu mieux en fait comprendre le comportement des gens durant la rétro. Par contre, ça n'empêchait pas que ce soit quelque chose d'hyper important sur la partie résultat.
On était là pour décider des choses, mettre en place des choses, pas juste venir se plaindre ou dire au contraire qu'on a passé un super sprint. Donc, l'idée, c'est de se dire déjà, n'importe quelle catégorie, donc moi, je suis un manager, coach agile, on appelle ça comme on veut, un petit peu boring. Je n'ai pas des rétros, Seigneur des Anneaux, ça. Merde, il n'est pas dans la salle, Edouard, on aime bien se lancer les pics en compte. Donc les templates un peu chelous comme ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc on avait les trucs classiques, c'était bien, c'était pas bien, tiens, on a des idées sympas pour ici, ou là, on a des suggestions d'action immédiatement. Donc l'idée, c'est de dire, peu importe le feedback qui a été amené durant la rétro, ça peut potentiellement être intéressant de creuser pour chercher derrière une action d'amélioration. Et pas juste se focaliser sur les choses qui n'étaient pas bien et se dire comment on fait pour travailler sur les choses qui ne sont pas bien. Même les trucs bien, potentiellement, il y a une action à mettre derrière pour pouvoir encore améliorer l'impact que ça a sur l'équipe ou tout simplement de maintenir. Ce n'est pas parce que ça s'est bien passé ce sprint-là que c'est bon, c'est gagné et que ce sera pareil dans le suivant. Il y a peut-être quelque chose véritablement à institutionnaliser pour que ça perdure dans le temps. Toutes les actions d'amélioration continue, c'est du vrai travail. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des risques. Donc, c'est quelque chose qu'on a envie d'estimer pour savoir vite fait dans quoi on s'embarque. Et puis surtout, qu'on a envie de faire rentrer dans la capacité à partir du moment où on va planifier notre sprint. Et pas juste se dire, bon, on a une action d'amélioration, on aimerait bien faire ça. Ça traîne quelque part sur une page Confluence ou dans un Miro, puis ça apparaît pas vraiment comme du vrai travail. Nous, on disait, c'est important que ça se soit vraiment visible. Et qu'on puisse, avec le temps, potentiellement se retourner un peu et dire, dis donc, depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, on a changé tout ça. On est capable de montrer que ça a du sens de faire cet exercice. Et en gros, si on termine une rétro sans action d'amélioration, c'est un petit peu la déprime, quoi. C'est le sentiment que soit on s'est juste tapé dans le dos en disant « ouais, c'est cool, on a fait un bon sprint », ou qu'au contraire, on est juste venu faire le bureau des pleurs, mais que derrière, pour changer les choses, il n'y a pas grand monde. Donc il y avait énormément d'investissement et d'attente sur la partie rétro. L'autre point qui était important et sur lequel on s'est tous mis d'accord, le tracking, ça ne doit pas être un sujet, en fait. On se met d'accord sur comment on fait et on le fait. Donc, parce que les autres managers, souvent, ils viennent râler auprès de leurs équipes. Il y a un client qui est encore venu m'en parler hier pour m'expliquer qu'il y a une réunion qui est partie en couille parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas juste mettre à jour des tickets dans Jira, c'est pas la fin du monde. Si le process est chiant, on se met d'accord pour le faire changer et faire en sorte que ce soit fait après. Nous, voilà, ce n'était pas un sujet. Il y avait besoin de tracking pour qu'on sache qui fait quoi, à quel moment, et qu'on puisse intervenir s'il y a le moindre problème et que les dailies ne soient pas juste du status update ou des choses comme ça. Notre outil nous sert à avoir de la visibilité et à la donner à des personnes qui pourraient en avoir besoin à n'importe quel moment sans avoir besoin de taper sur l'épaule de quelqu'un dans l'équipe. Sur la partie user story, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire chez CoachHub. Avant, j'étais très dans la partie théorique, mais je n'avais pas bossé en environnement produit avant où on avait cette opportunité de découper de cette manière-là. Donc on voulait faire des choses très petites. On utilisait les story points, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Je ne suis pas là pour débattre là maintenant. Vous voyez mon intérêt là-dedans et l'équipe aussi, donc c'est quelque chose qu'on avait implémenté. Donc en gros, voilà, l'échelle un petit peu classique Fibonacci, 1, 2, 3 points. Après 3, c'est 5. Après, c'est 8. Et après, c'est 13 plus. Voilà, c'est trop. Effectivement. Nous, on était même encore plus petits que ça. Si tu veux, sur 1 à 3, on était tous très contents. On se dit, c'est petit, il y a assez peu de risques, on sait dans quoi on s'embarque, c'est bien scopé, c'est hyper clair, on peut y aller tranquillement. À 5, on commençait à se méfier un peu, on n'aimait pas trop. À 8, c'était vraiment inquiétant. Et à 13, en fait, c'était non. Il y avait vraiment un blocage systématique à partir du moment où la réponse, c'était on va mettre un 13. C'était non, on ne va pas mettre un 13. On va se poser, redécouper les choses, trouver un moyen de faire en sorte de rendre ça plus petit et limiter le risque. S'il y a des personnes qui ne sont pas forcément super au clair ou super à l'aise avec le fonctionnement avec des story points, il y a Martin Dalminch, j'ai réussi à le prononcer, c'est bien, qui est hollandais, qui a fait un super article là-dessus, Easiest Way to Explain Story Points. Il fait ça avec des chiens. Moi, j'ai mis des chats qui sont plus ou moins en colère. Lui, c'est avec des chiens plus ou moins gros. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ce qu'il fait, même de manière générale, c'est vraiment super bien. Du coup, si on veut donner un exemple de c'est quoi une user story qui n'est pas petite, dans notre cas de figure, le fait de retravailler sur la vidéoconférence, en tant que coach ou coaché, je veux une nouvelle salle de vidéoconférence avec le nouveau framework dernière version pour améliorer mon expérience. Et puis, les critères d'accession, c'est que ça marche. Et on ne sait pas trop pour le design, on pourra voir en fil de route. Ça, c'est le truc, ça va être énorme. C'est pas scopé, on ne sait pas exactement où on va. Vous pouvez être sûr que ça va dans le mur.
Et c'est absolument pas ce qu'on voulait. En général, la réaction des devs, quand on avait des tickets un peu comme ça, c'était ça. Et c'était la mienne aussi. On avait tous très bien raison. Et donc pour nous, une vraie petite story, ça va être par exemple, en tant que coach coaché, je veux pouvoir ouvrir et fermer ma caméra pour pouvoir décider quand je veux être vu ou pas durant ma session de coaching. Les critères d'acceptation, on les a bossés ensemble. Tous d'accord sur qui doit être couvert. Et le design, pareil, on l'a regardé, il est clair, il nous va bien, il est cohérent, il utilise nos design systems. L'équipe est contente. On score rapidement et on peut passer à autre chose. Du coup, se pose souvent la question, et les clients, ouais, mais les user stories, des fois, c'est compliqué, c'est obligé d'être gros. Tu as testé comment? Enfin, tu as fait quoi pour essayer de la rendre plus petite? On a réfléchi, puis on n'a pas vraiment trouvé, c'est juste trop gros, il y a des dépendances partout. Donc, sur comment splitter les user stories, on ne va pas faire un cours maintenant, ça peut être une conférence de 2 heures s'il faut. Je vous invite à aller voir le travail de Humanizing Work. L'idée, en fait, c'est de systématiquement se focaliser sur un découpage vertical. On n'est pas là pour faire des évols dans la base de données, puis faire des évols dans le back-end, puis faire des évols côté front, mais plutôt de se dire quel workflow utilisateur je peux avoir qui soit suffisamment petit, suffisamment clair et avec lequel je puisse potentiellement un peu tricher avec des choses en dur, une optimisation pas ouf, potentiellement si c'est nécessaire pour avoir quelque chose de suffisamment petit qui intervienne partout. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai fini de travailler sur ce ticket-là, ça peut potentiellement partir en prod. Est-ce que ça peut être directement user-facing, idéalement au moins avec des pilotes? Si ça ne peut pas l'être, c'est quand même problématique. Mais on peut y revenir. Voilà. Il y a aussi la réalité terrain qui peut nous rattraper des fois. Donc Humanizing Work, clairement, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal avec plein de techniques sur le découpage de user story. Ça peut être effectivement mettre des choses en dur, mettre des mock-ups. Ça peut être changer tout ce qui est contenu de la data, prendre seulement le happy pass au début, faire évoluer les choses après. Pareil, on ne va pas passer des heures. Juste, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ces articles-là si le découpage de user story, c'est toujours un petit peu un sujet. Juste pour votre culture. Bien aussi. On avait mis en place, alors là, c'était plus à l'échelle du département. Au niveau du code, on s'était rendu compte que notre environnement de dev foutait la merde et que au niveau de la stratégie de branching, etc., pareil, ça faisait vite des spaghettis et ça faisait perdre pas mal de temps à tout le monde. Donc, on avait, pour chaque repo, on avait une branche master. C'est tout. Donc, si les gens travaillaient sur les branches locales, on sort, on bosse sur une nouvelle user story, on tire une branche, et à partir du moment où c'est mergé, potentiellement, ça part en prod. Parce qu'au niveau des releases, des fois, il y avait des releases comme ça, une autre équipe qui a besoin de release, elle ne se pose pas la question de si elle peut ou pas. Par défaut, les équipes peuvent. C'était l'état d'esprit. Et du coup, pour pouvoir tester, on avait créé un système d'environnement de preview qui permettait de tester de manière isolée, sans péter un environnement partagé avec des tas d'autres personnes, de tester ce qu'on faisait sans avoir à merger. Donc, chaque utilisateur pouvait tirer sa branche locale, bosser, la coller sur un environnement de preview et voir ce que ça donnait en termes de résultats. En faisant ça, ça permet de tester, de vérifier, de valider et du coup de se dire, si je merge, en fait, j'ai déjà testé dans un environnement réaliste. Donc, je suis parfaitement serein sur le fait de pouvoir pousser ça en prod. Je pose une autre question de est-ce que je veux que ce soit user-facing tout de suite? On y vient juste après. Voilà, et si jamais vous vous rendez compte que vous avez des petits soucis, ça peut arriver, hein, on est là, quand on teste, on est là pour vérifier qu'il y a des choses qui ne marchent potentiellement pas, plutôt que de devoir refaire des branches, des machins et tout, vous faites les fixes directement avant de merger sur master. Donc vous avez une master qui finalement va avoir quasiment aucun fixe parce que vous avez pu tester largement avant de pousser ça sur cet endroit-là. L'autre truc qu'on avait adopté, pareil à l'échelle du département, c'était l'utilisation de feature flags. Il y en avait partout. Et ils étaient là très principalement pour contrôler ce qui était user-facing. Le gros problème qu'il peut y avoir avec l'utilisation de feature flags, c'est de tomber dans le travers, de se dire « Ah bah si j'ai des user flags partout, c'est que mon appli elle est hyper custom. Je peux décider d'afficher juste des petits trucs à mes utilisateurs. » Non, c'était pas du tout ce qu'on faisait. L'idée c'était d'avoir des feature flags pour pouvoir permettre à tout le monde de déployer n'importe quand. Et quand une équipe n'avait pas terminé de développer une feature, c'était derrière un feature flag, c'était pas visible. Une fois que c'était parti en prod, ça tournait un peu, si ça se passait bien, on faisait le ménage. On enlève le feature flag, on vire le code qui est obsolète,
et on se retrouve du coup avec une code base qui reste propre, une appli qui n'est pas customisable dans tous les sens et difficile à maintenir, et une vraie maîtrise sur les choses qui doivent partir ou non en production. Au niveau de la distribution du travail, donc on va se dire, ouais, c'est sympa de faire tout ça, mais bon, on n'a pas de QA pour tester, on n'a pas de product manager pour un petit peu donner de la vision produit et une direction fonctionnelle à ce qu'on est en train de développer. Alors, on fait comment? Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous lister un petit peu ce qui était attendu des product managers et des QA chez CoachUp et vous montrer en gros comment ce boulot-là était distribué avec tout le monde. Donc, au niveau des product managers, il y avait tout ce qui était user interview, analyse de tout ce qui était utilisation du produit. Et ça, c'était fait en binôme avec notre product designer. Pour ça, on s'est mis à tous le faire. Stéphanie était très douée pour l'idée un petit peu l'initiative, mettre en place les interviews utilisateurs, créer des dashboards et derrière nous faire des remontées. Mais c'était le sujet de tout le monde. On avait des devs qui allaient rencontrer des coachs, des coachees ou des HRBP pour discuter avec eux des différentes fonctionnalités qui faisaient partie du périmètre de notre équipe. Ça faisait qu'ils s'intéressaient vraiment aux produits qu'ils développaient et qu'on n'était pas juste en train de se dire le produit a dit que ça a l'air sympa de faire ça. On avait des renseignements de vraiment première fraîcheur là-dessus. La partie Product Discovery, ça c'est clairement Stéphanie qui a gardé ça toute seule. Sur cet aspect-là, elle adorait faire ça et elle faisait ça super bien. Et pour le coup, elle ne nous a jamais remonté de problématiques de temps pour pouvoir faire ça correctement. Et c'est vrai que les résultats étaient bons, donc elle a géré. Elle a complètement couvert ce périmètre-là. Élaborer les fonctionnalités avec le product designer, parce qu'il y a un côté, on arrive à comprendre ce dont les utilisateurs ont besoin, et après, on fait comment pour trouver une solution en face de ce besoin. Là, on s'y est tous mis. On avait des sessions, des fois un petit peu longues, de réflexion autour de comment on réussit à adresser ce besoin utilisateur, comment on arrive à améliorer l'expérience sur cette partie-là de la plateforme. Slice features into user story with product designer. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les équipes agiles, c'est une partie produit, un truc dans l'équipe qui est un petit peu de son côté, comme ça, qui va créer des user stories, pousser ça au dev et dire voilà, maintenant, il faut estimer et puis il faut commencer à implémenter. Et c'est ce qui se faisait pas mal chez CoachUp de manière générale. Mais nous, comme on n'avait pas de product manager et que Stéphanie rédigeait des user stories, on ne savait pas trop faire, on a commencé à faire ça tous les deux. Parce que moi, j'aimais plutôt bien faire ça et faire ça dans un vrai environnement, je trouvais ça sympa. Et puis, il y avait un côté, la tech est impliquée dans la réaction des user stories fonctionnelles. Je vous ai montré la manière dont on avait de les découper et on n'avait pas une approche technique, on avait une approche fonctionnelle. Dans nos tickets, dans les user stories qui étaient sur nos boards de Scrum, il n'y avait quasiment jamais de notes techniques sur comment on allait implémenter la chose. On avait un objectif fonctionnel. Je vous ai montré la user story d'allumer et fermer sa caméra, c'est une vraie user story qu'on a eue dans notre backlog. Et il n'y avait rien d'autre derrière parce que c'est tellement petit qu'on n'a pas besoin de réfléchir à une solution technique complexe et il faut intervenir dans 12 repos. Mais non, c'est hyper simple. On a un bouton, ça active, ça désactive le clou de la caméra. Je n'ai pas besoin d'en faire un ticket technique. Et de toute façon, ce qui va m'intéresser, moi, c'est quand la fonctionnalité est disponible. Ce n'est pas quand le ticket technique il est terminé. Si le ticket technique est fini, mais que ça ne me permet pas d'avoir ma fonctionnalité en production, ça ne m'intéresse pas. Donc, on a commencé à faire ça tous les deux et on a fait évoluer notre pratique par la suite, suite à quelques petites déconvenues. Tester les grosses parties de fonctionnalité, ça, c'était un travail avec un petit peu tout le monde. Pour nous, le product manager, c'est important qu'il soit là dans cette phase de testing, de recette un peu finale. On en a fait juste un travail commun. On avait des grosses séances de QA en groupe. Et c'est même des moments intéressants où on avait des devs qui se rendaient compte qu'à l'implémentation et à l'usage, des fois, tout mis l'un derrière l'autre, il y avait peut-être des améliorations sympas à proposer. Et ça permettait de vraiment améliorer dans le détail les features et pas juste avec un produit qui va dire c'est bien ou c'est pas bien. On avait un engagement de la tech très très haut finalement dans toute la partie cycle de vie. Et derrière, gérer les releases, ça pareil, c'était un peu tout le monde. On avait Steph qui était davantage sur la com, les devs qui étaient davantage sur le fait de faire sortir les choses et appuyer sur les bons boutons pour que ça devienne user-facing. Mais de nouveau, c'était un exercice commun, c'était un exercice de groupe. Pas quelqu'un dans son coin qui faisait ça. Là où dans les autres équipes, on avait les product managers qui étaient quasiment les seuls visibles à partir du moment où il y avait de la release. De notre côté, il y avait un petit peu tout le monde et ça donnait un côté un peu artisanal et on a eu des feedbacks intéressants d'autres product managers qui disaient c'est bien, les devs ils sont impliqués chez vous dans la partie produit.
On ne voit pas trop ça chez nous et on a des fois un petit peu de mal. On a eu l'occasion de partager en interne et faire évoluer les pratiques sur cet aspect-là aussi. Maintenant, si on se tourne sur la partie QA, juste alors, moi j'ai une vision des choses qui est que si ton QA il fait que du test en fin de chaîne, c'est que tu fais n'importe quoi. C'est quelqu'un qui doit être impliqué un petit peu partout parce qu'il y a énormément de valeur ajoutée à beaucoup d'emplacements dans toute la partie cycle de vie de développement. Donc, l'idée, c'est que déjà, ça devait être le premier contact pour recevoir des nouveaux bugs, histoire de protéger l'équipe, et essayer de reproduire un petit peu tout ça. On n'avait pas de QA. Je me suis attelé à la tâche. C'était pas drôle. En plus, on avait un périmètre qui n'était pas toujours hyper fiable, avec des trucs difficiles à reproduire. Mais j'avais envie de protéger l'équipe. J'avais envie d'éviter de dire quelque chose arrive, potentiellement ça embête tout le monde. Non, non. Ça va m'embêter moi. Et si besoin, après, on amènera ça dans l'équipe avec un petit peu de sérénité et une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer. Prioriser les bugs avec la Customer Experience Team, donc qui était un petit peu notre support, ça pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, surtout le gros backlog qu'on avait au début, je voulais éviter d'affoler tout le monde. Tester les user stories, essayer de les casser, et ben ça pour le coup, c'est devenu le boulot des devs. De leur dire, vous développez des trucs, vous savez ce que vous avez développé, ben, l'idée maintenant c'est de les tester et pas juste de vérifier que ça marche. Il faut vérifier que ça ne se casse pas. Et là où au début, on avait pas mal de feedback quand on testait de manière un peu plus globale avec tout le monde, bah, ça s'est vachement assaini et on a eu des devs qui étaient de plus en plus impliqués dans la partie technique, qui se challengeaient les uns les autres, qui des fois se faisaient des petites sessions de mob testing entre eux parce que ils disaient que ce serait plutôt sympa de ne pas faire ça tout seul dans leur coin. Quand on était, donc ça on l'a vu juste avant sur la partie testing des grosses features, on avait tout le monde. Pour ce qui est global testing avant la prod, donc on avait un environnement de staging quand même chez CoachHub. C'était le souci de tout le monde. Pareil, il y avait un côté un petit peu cérémonial de « oulala, on va faire une release un petit peu grosse, on va prendre le temps tous ensemble de vérifier ». Et la partie smoke testing et vérifier le monitoring et s'assurer que tout marche bien, pareil. C'était vraiment l'affaire de tout le monde. On a même eu l'occasion de faire un petit événement sympa où sur une release d'un truc un petit peu important, une milestone sympa sur la partie vidéo conferencing, on a communiqué en interne et on a invité toute la boîte, personne qui était sur le channel en question, à juste rejoindre une vidéoconférence pour voir les nouvelles fonctionnalités. Le premier qui a join, c'était le CEO. Je trouvais ça cool. Avec un petit peu de pression, il nous a remonté quelques bugs, on était dégoûtés et on a continué à avancer. Mais c'est pour dire, le fait de rendre ça visible et de communiquer autour de ça, ça a fait évoluer les pratiques et ça a fait réaliser qu'on peut dev et sincèrement s'intéresser au produit sur lequel on bosse et pas juste se contenter de développer, d'avoir quelqu'un d'autre qui teste et puis s'il y a un problème, ils reviendront me voir. Le truc qu'on a fait, quand on regarde un petit peu l'équipe comme ça, on se rend compte qu'il y a un côté un peu fragile, on n'a pas énormément de développeurs, ils ne sont pas tous forcément très seniors, et puis surtout on a des développeurs qui sont un petit peu sont très spécialisés, notamment Linda et Tarine, et puis Benjamin, il a le droit de prendre des vacances, il a le droit de tomber malade. Donc on s'est dit, si on veut renforcer un peu la résilience de l'équipe, oh là, wouhou, c'est allé trop loin. Linda et Tarine, on va en faire des full stack. J'ai pas envie que Tarine elle fasse que du back-end, j'ai pas envie que Linda fasse que du front-end, j'ai envie d'avoir des gens qui sont capables de toucher un petit peu tout. Mais bon, pas magique. C'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps, ça demande de mettre un certain nombre de pratiques en place. Donc du coup, ce qu'on a fait, comme je vous disais déjà, la partie de découpler des user stories qui soient faites de manière verticale, ça fait qu'on a des changements qui sont plutôt simples et qui interviennent sur l'intégralité de la code base, du front, du back, potentiellement des schémas de base de données. Mais sur des choses plutôt simples. Ça veut dire que c'est beaucoup plus accessible à tout le monde, même les personnes qui ne maîtrisent pas la stack sur laquelle elles vont intervenir. L'autre truc qui s'est mis un petit peu tout seul en place, par les devs eux-mêmes à nouveau, c'était de se dire chaque ticket, c'est l'occasion de faire du pair ou du mob programming, notamment parce que c'est découpé comme ça. Je vais avoir une Tarine qui va dire sur la partie front, Linda, si tu veux bien venir bosser avec moi sur le ticket, ça pourrait être sympa, tu m'apprends des trucs et puis on avance ensemble, quoi. Et c'est ce qui s'est fait, ou même très très souvent, assez rapidement, ils se sont mis à faire du mob programming quasiment tous les jours. Pas toute la journée, mais c'est quelque chose qui était hyper récurrent en fait, à tel point que à un moment, on a la direction qui s'est mis à suivre un petit peu les contributions GitHub d'un petit peu tout le monde. Et ils sont venus me voir en me disant ton senior, il pousse pas beaucoup de code. Je dis ouais, mais en fait, il est tout le temps en mob avec les autres qui ont déjà ouvert des PR. Donc, vous
oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de PR à son nom, mais il contribue au moins autant que tous les autres. Et ça a fait des petits trucs un peu marrants comme ça qu'il a fallu expliquer et dire, bah, dans notre équipe, c'est comme ça que ça marche. Ah, c'est chiant pour le tracking. Ouais, moi, je sais qui bosse, donc on peut en reparler, mais là, je ne vais pas lui dire, il faut que tu fasses des PR, toi. Ça n'a pas de sens. Le message que j'ai pas mal envoyé là-dessus aussi, c'était de dire, on n'est pas là pour vous deveniez des experts sur tout. On a besoin, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une équipe où, même s'il y a quelqu'un d'absent, on est capable d'intervenir sur la quasi-totalité du périmètre qu'on a. Si on n'est pas capable de faire ça, on a un vrai problème, mais on n'a pas besoin que tout le monde devienne expert pour ça. Donc, c'était OK de dire, Linda, sur la partie back-end, n'hésite pas à te faire aider par Tarine, par Benjamin, et en admettant que ce ne soit pas là que tu vas développer une expertise, c'est pas grave. C'est pas un souci. Yes, chef, merci. Ça devrait aller, j'espère. Et du coup, les devs se sont dit, ça fait sens pour nous de faire l'effort de développer ces compétences-là. D'abord, pour l'équipe, pour améliorer la résilience. Il y a quelqu'un qui est absent, qui est malade, on doit être en capacité de continuer à avancer. Enfin, je ne sais pas vous, mais ça vous arrive pas régulièrement ah, bah, Julien, il n'est pas là. Du coup, bah, la feature là, on ne peut pas avancer ou le bug là, on ne peut pas le traiter, il faut attendre qu'il revienne. Moi, j'ai déjà eu la blague d'un dev qui m'a appelé un samedi matin. Allô, Olivier, je suis tombé en ski, je ne peux plus marcher, je ne sais pas quand je reviens de mes congés. Des choses qui arrivent dans la vraie vie, en fait. Je pense que ça m'a traumatisé parce que maintenant, je suis un peu un obsédé de la résilience des équipes, dans l'accompagnement que je propose. Faut toujours se poser la question. Si un tel ou une telle est plus là, qu'est-ce qu'on peut plus faire? Qu'est-ce qu'on sait plus faire, vraiment? Et si c'est des choses importantes, bah, mettez des actions en place. Attendez pas d'être dans la merde, en fait. Et bah, l'idée aussi, c'est dans leur propre intérêt, je peux partir en vacances quand j'ai envie, en fait. Et j'ai pas à me dire, mince, si je suis pas là, ils foutent dans la merde, ils peuvent plus avancer. Il y en a qui sont comme ça. En tant que manager, j'en ai déjà eu des devs qui me disaient, je fatigue et tout, bah prends des congés. Maintenant, on est en train de faire ça, si je suis plus là, on pourra plus parce que je suis le seul. Ah ouais, mais non, c'est pas possible, ça, on peut pas entendre. On est des humains, on a besoin de se reposer, et puis on est physiologiquement faillible, donc bah, trouver un moyen de rendre l'organisation résiliente autour de ça pour permettre à chacun et à chacune de rester humain, humaine. Et puis bah, du coup, comme ça, le bus factor, on en a plus. En tout cas, on essaie de réduire le problème autant que possible. L'autre sujet important, c'était de réussir à garder tout le monde focus. Il y a un excellent article de Paul Graham que je vous encourage à aller voir, à aller lire si vous avez jamais eu l'occasion de le lire. C'est un article qui est vieux, hein, qui date de 2009. Et en gros, si on veut le synthétiser un petit peu, c'est de dire il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement de manager, où on va travailler par petits blocs. On n'a pas spécialement besoin de flow, en tout cas très récurrent dans notre planning. C'est OK de sauter d'un sujet à l'autre. On est là un petit peu pour débloquer des situations, faire circuler de l'information, traiter potentiellement des urgences, ce genre de trucs. Et en face, on a des makers. Dans notre cas de figure, ça va être les développeuses et développeurs. Vont avoir besoin de flow, vont avoir besoin de vrais grands créneaux de calme pour pouvoir avancer, sans interruption, sans passer d'un sujet à l'autre. Un meeting au mauvais endroit, ça n'est qu'une journée complète. Je n'ai pas besoin de demander des témoignages ou de dire s'il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Je pense qu'on est à peu près tous alignés là-dessus. Et l'idée, en fait, c'est de vraiment respecter cette différence fondamentale-là. De ne pas avoir un ou une manager qui tombe dans la facilité de se dire « ouais, mais moi, ça m'arrange de mettre le meeting là, tant pis pour eux ». Non. La difficulté d'avoir un agenda vide et favorable aux devs, c'est quelque chose qui est hyper important. Et si vous passez votre temps à casser le flow de vos devs, ils ne vont rien produire, ça va les gonfler et ils auront bien raison de ne pas être d'accord, de ne pas être contents. Donc l'idée, c'est d'avoir un manager qui plie son agenda en 4 pour servir son équipe. C'est ça également qu'on a fait de notre côté. L'autre chose qu'on a mis en place, c'est challenger les meetings. Il y a un truc qui n'est pas prévu, ok, est-ce que le cadre est clair? Est-ce que j'ai le temps de le préparer potentiellement? Est-ce que les objectifs attendus sont clairs? Est-ce qu'en termes de timing, on n'est pas sur quelque chose de trop gros ou trop petit? Est-ce qu'il y en a les bonnes personnes invitées là-dessus? À partir du moment où il y a le moindre doute, on avait les devs qui avaient appris qu'ils devaient lever la main et dire « moi, je ne comprends pas ce qu'on fait là, je pense qu'on va perdre du temps ». Ça permettait d'avoir des réunions qui soient super efficaces et vraiment nécessaires et positionnées au bon endroit. Il faut que j'accélère un peu.
Non, j'ai vu 8. Donc, l'idée, c'était que moi, j'avais un agenda comme ça pour permettre à mes devs d'avoir un agenda comme celui-là. Mais c'est pas magique. Moi, effectivement, des fois, j'avais des journées cognitivement, c'était épuisant, mais au moins, j'avais des devs qui pouvaient délivrer, qui étaient dans de bonnes conditions pour le faire. Le truc qu'on a mis en place, je vais vous expliquer à l'échelle de l'entreprise comment ça a été amené, mais il y avait un topic à la fois. Ça, c'est les organisations qui disent oui, oui, nous, on ne fait pas trop de sujets en parallèle. Il y a 78 roadmap items ouverts en même temps sur un département avec 40 devs. Moi, je dis ça. Donc, c'est ce qu'on avait un petit peu chez CoachHub avant. Et si on revient un petit peu dans le périmètre de l'équipe, on se dit, ouais, enfin, il y a quand même 2-3 trucs à faire là, sur un périmètre qui est pas tout petit. Mais ce qui s'est passé au niveau de la direction de CoachHub, c'est ils n'ont pas de product manager, ils n'ont pas de QA. Au niveau des devs, ils sont moins nombreux que les autres et moins seniors. Donc, on va être sympa avec eux, on va leur donner un gros objectif pour l'année, faire un rework complet de la vidéoconférence. C'est ça. Puis maintenir le run, mais juste, voilà, faire évoluer la vidéoconférence. Et on va leur mettre à dispo un staff engineer qui va les aider quand il y aura des trucs sur le périmètre qu'ils ne maîtrisent pas trop. Donc du coup, on a partagé les choses comme ça. Là, on avait notre super Daniel qui s'occupait de tout ce qui était bug autour du session booking. Puis moi, je filais un coup de main aussi. Pour la partie messaging, on s'est dit, ça ne doit pas bouger. Globalement, il n'y a pas trop de bugs parce que la feature est super simple. Donc on va la laisser en l'état. Et sur la partie vidéoconférence, on va prendre aussi. Donc là, on a un périmètre qui a déjà été vachement réduit parce que la partie session booking, ça atteignait quasiment jamais les devs. La partie messaging, ça dormait. Donc, on a pu se focaliser sur la partie vidéoconferencing. Ensuite, on prenait vraiment 1 ou 2 tickets à la fois. Pas plus. Il y a des équipes qui disent, oui, oui, on a mis du whip, nous. Fais voir votre board. Ça va, c'est comme ça. Vous avez combien de devs? 3. OK. Non, le whip, là, c'est pas génial. Nous, on avait vraiment des boards qui ressemblaient à ça. On avait 3 devs. On avait, en général, un ticket in progress, un ticket en QA. Et ça s'arrêtait là. Si vous voulez vous poser la question, si vous voulez commencer à mettre du whip dans vos équipes, c'est pas dur. Vous comptez le nombre de devs, vous faites -1, vous avez votre whip. Commencez par là. Et vous vous rendrez vite compte si ça vous aide ou pas. Ce que ça va créer, ça va être des opportunités. Oh, attendez, je spoil mes propres slides. Ça apporte quoi de réduire le whip? Donc, on réduit la charge cognitive, on améliore le focus, on n'est pas tout le temps en train de passer d'un sujet à l'autre. Ça va créer des opportunités de pair et de mob programming. Ah oui, si on ne peut pas ouvrir un ticket par personne, il faut bien aller travailler avec les copains. Ça va créer des opportunités de mentorat. Au sein des équipes tech, souvent on se pose la question, j'ai mon senior, je ne sais pas trop quoi lui demander, quoi lui proposer en termes d'objectifs pour qu'il grandisse et puis voilà, qu'il rayonne sur l'équipe, qu'il impacte davantage un petit peu autour de lui, autour d'elle. Ça marche bien, du mentorat. Ça va réduire les boucles de feedback, parce que vous allez livrer les choses plus vite. Vous pouvez lancer moins de choses à la fois, vous allez terminer mécaniquement plus tôt. Et ça va également, à nouveau, vous aider à améliorer toute la partie de bus factor. Puisque vous avez des gens qui vont faire du pair, du mob programming, ils vont travailler ensemble sur la code base, apprendre à connaître la code base ensemble, le produit ensemble, et potentiellement, sur une session de pair, si le lendemain il y en a un des deux qui n'est pas là, c'est pas grave, on avait bossé ensemble. Je peux continuer tout seul ou toute seule. Et ça crée des liens humains quand c'est bien fait. Ça peut être aussi un peu problématique quand c'est mal fait, mais ça, c'est on s'exprime sur le sujet. Quoique avec les IA, maintenant, il va falloir travailler un peu. Mais c'est pour dire que en réduisant le whip, vous allez avoir plein d'impacts super positifs sur votre équipe. C'est pour ça que ce truc qui a l'air finalement plutôt simple, quand on n'arrive pas à faire évoluer les mentalités là-dessus, moi j'ai tendance à me crisper et ça me ressemble un peu. J'aurais pu utiliser IA et mettre ma tête dessus quand je parle de tout ça un peu chez mes clients. Ils me disent oui, on va le faire, puis ils refont les 78 roadmap items ouverts pendant un trimestre. On faisait des petites releases, très souvent. Ça, c'est pareil, quelque chose qu'on voyait assez peu dans les autres équipes. Avant, chez CoachHub, on avait ce qu'on appelait un release train, et toutes les 2 semaines, il y avait la grand-messe. Attention, on freeze tout le lundi, on teste tout le mardi, on reteste tout le mercredi, et si tout va bien, on release le jeudi. Nous, on avait dit, on ne va pas faire ça, on va release petit et souvent. Donc, on avait commencé début 2024 sur la vidéoconférence, donc on était vraiment focus là-dessus. Première release. Alors, juste rapidement, contexte, on nous a demandé de bosser là-dessus pour permettre à CoachHub d'adresser le marché du coaching collectif. C'est-à-dire, il y a un coach professionnel et plusieurs personnes qui reçoivent du coaching. Et notre vidéoconférence, l'outil initial, il permettait d'avoir 3 personnes dans le call. Ça réduit vite les opportunités. On nous a dit, non, il faut pouvoir amener plus de monde. Donc, nous, on a dit, on va réussir à aller jusqu'à 25. Mais dans la première release, on pouvait toujours juste faire du 1 pour 1. On était passé sur un nouvel outil tiers, un nouveau framework.
Et au début, on pouvait faire juste ce qu'on pouvait. Je dis 1 pour 1, c'est juste les gens rentraient, la vidéo s'affichait, le micro, etc. Ils ne pouvaient pas changer de caméra, ils ne pouvaient pas l'éteindre, ils ne pouvaient pas mute le micro. Juste, je suis dans la conf, je vois quelqu'un et je peux parler. Et puis, du coup, on a release à peu près 13 versions en l'espace de 2 mois et on a livré tout ça. Mais à chaque fois, des tout petits morceaux. Donc, gestion d'erreurs, muter le caméra, le micro, et des fois des trucs un petit peu pointus pour certains clients, notamment pouvoir avoir un trafic qui passe en TCP plutôt qu'en UDP pour des raisons de restriction network chez les clients, etc. Et derrière, encore pas mal de choses. Bref, on s'est retrouvé à avoir sorti à peu près 25 versions en 6 mois. Il y avait pas mal de personnes assez ahuries dans la boîte de voir que cette petite équipe, avec pas de product manager, pas de QA et des devs qui n'étaient pas forcément les plus expérimentés, les plus aguerris, ils ont pu livrer autant de choses. Bon, la partie bug, je vais passer très rapidement dessus parce que j'arrive tout à la fin du temps. On avait quand même 70 bugs à traiter. Ce qu'on a fait déjà, on a fait un grand ménage. Tout ce qui était déjà fixe, parce que les bugs, souvent les backlogs, ça traîne, je ne sais pas vous, mais maintenir bien à jour un backlog avec 70 tickets, c'est vite compliqué. Donc tout ce qui était déjà fixé, on a viré. Les features qui ont été dégagées, on a viré les tickets qu'il y avait en face. Tout ce qui était du one-time event qu'on n'a pas réussi à reproduire, dehors. Le legacy feature being rewritten, donc une vieille feature qu'on était en train de réécrire. On s'est dit, on ne va pas fixer un truc. Bientôt, on va livrer une nouvelle version, on dégage. Tout ce qui avait un workaround acceptable, on a dégagé aussi. Et quand on avait trop peu d'utilisateurs impactés, pareil, on a dégagé. Derrière, on a priorisé avec, à chaque fois, Engineering Manager, donc moi en l'occurrence pour recevoir les bugs. Et derrière, m'assurer que ce que je pousse à l'équipe, c'est reproductible, c'est documenté et qu'on sait comment on va l'adresser. Et on a permis de, derrière, fixer, prendre les bugs les uns à la suite des autres pour s'assurer de ne pas perdre le focus. Donc à chaque fois, il y en avait 1 ou 2 par sprint qui étaient un petit peu genre, je sors un petit peu de notre feature et puis je vais sur ce bug-là. Et les tickets complexes, on les a balancés à notre staff engineer. Et à la fin de l'année, on n'avait plus que 3 bugs dans notre backlog. On était très content et très fiers de nous. On s'est vautré plusieurs fois quand même. Le premier point, je vous ai parlé de la gestion du backlog et le fait de faire du refinement seulement quand on en avait besoin. Ça a été une excellente opportunité d'apprentissage. On voulait mettre en place une fonctionnalité qui permettait de tester la qualité du réseau et les devices avant de rentrer dans la vidéoconférence. On avait fait un super truc. Il y avait les designs, on avait raffiné tous les tickets, on n'avait pas tout estimé, mais voilà, on avait tout bien découpé. Et finalement, on a juste rajouté un lien quelque part parce qu'on avait déjà une feature qui existait ailleurs sur la plateforme. On avait passé un certain nombre d'heures avec Stéphanie à bosser sur un truc qui au final n'était pas spécialement utile. Et une fois que cette vidéoconférence a été terminée, on nous a demandé de migrer la messagerie vers un nouvel outil tiers. Et là, ça a été un peu le chaos. On n'a pas eu d'approche systémique. On s'est rendu compte que le chat, ce n'est pas juste le chat. Il y a des mails de notification, il y a de la synchro à droite à gauche, il y a le fait de créer des conversations, il y a potentiellement de la data historique qui est un peu pourrie. Bref, on y est allé un petit peu la fleur au fusil. Donc, pas d'approche systémique. On a eu beaucoup trop confiance en les équipes de l'outil qu'on voulait implémenter. Ils ont dit, on a fait des trucs qu'ils n'avaient pas vraiment fait et nous, on n'a pas vraiment vérifié. Et on a fait une stratégie one way, c'est-à-dire que tu livres et puis si tu as foiré ta migration, maintenant, il faut éteindre le feu. C'est risqué et ça n'a pas manqué de faire un gros bordel. Donc très rapidement, une fois que cette équipe-là a été finalement complètement staffée car mergée avec une autre, le premier feedback que j'ai eu de la product manager qui a accueilli en quelque sorte les devs dans l'équipe, c'est « Ah merde, ils sont super orientés qualité tes devs. Ils testent leurs trucs. » Ça, c'est la QA aussi qui a rejoint l'équipe en même temps, qui a fait cette remarque-là. Moi, j'avais l'habitude de tester et maintenant, ils ne me demandent pas de tester, ils font tout seuls. Ils viennent me voir seulement quand c'est compliqué. Elle était contente, elle faisait un travail vraiment intéressant quand il s'agissait de tester des choses. Et super orienté produit. Elle disait, j'ai pas l'habitude de discuter produit avec des devs et ça fait du bien. Ils ont des bonnes idées. On a permis à notre QA de basculer sur la gauche au niveau du cycle de développement. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui teste tout à la fin, Anna a été directement sollicitée au moment de la conception des features et même des interviews utilisateurs. Pareil, elle a pu se balader sur toute la chaîne et nous permettre de réfléchir à des critères d'acceptation sur des cas vraiment edge case parce qu'elle était confrontée à ça de manière quotidienne. Elle avait une approche assez différente de nous ou du produit pour définir c'est quoi un bon edge case. Et on a mis en place des nouvelles pratiques, event storming, user story mapping et mob user story writing. Et j'ai une dernière slide, donc j'aurai donc, le résumé un peu de tout ça, c'est j'ai envie de reprendre un des stickers que Ed a fait éditer pour l'événement.
Ken Beck, il disait, j'étais pas un excellent programmeur, j'étais juste un bon programmeur avec des bonnes habitudes. Moi, je crois qu'on n'était pas une excellente équipe, on était une équipe simple, mais on a mis en place des bonnes habitudes. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, il n'y a rien qui est hyper compliqué dans tout ce que je vous ai présenté là, c'est juste qu'on s'y est tenu, qu'on avait une vraie rigueur sur tous ces sujets-là, parce qu'on avait compris que ça nous servait, que ça nous ferait du bien en tant qu'équipe, et j'étais vraiment fier quand on a eu des gens dans l'organisation qui sont venus nous voir en disant « Venez nous raconter comment vous bossez », parce que de l'extérieur, c'est hyper impressionnant. Ça, c'est quelque chose qui nous a toutes et tous vachement marqué et je discute encore beaucoup avec toutes les personnes de cette équipe-là parce qu'on s'est rendu compte, une fois que l'équipe est malheureusement un peu dissoute, qu'on n'avait pas encore retrouvé un rythme, une organisation aussi pointue que celle-là, aussi bonne que celle-là. Alors encore une fois, les pratiques ne sortent pas de l'ordinaire. Ce n'est pas des trucs de fou. Merci, j'ai terminé. Si vous avez des questions et pas trop faim, je pense qu'on peut en prendre peut-être quelques-unes. Le temps des questions, n'hésitez pas à scanner le QR code. J'ai essayé de le faire super gros et je crois que ça va. On arrive à le scanner ou pas? Non? Non? Il faut que je décale peut-être ça un tout petit peu. J'ai le droit? Ça marche? Je fais un tout petit peu, voilà, ça marchera peut-être encore mieux. Il y avait une question là-bas. Juste une question, si jamais Oui. il y a des équipes où les gens ne veulent pas travailler sur le sujet en même temps. Et pour eux, c'est Ouais. Oui, alors, tu as demandé si on a une équipe qui aime travailler avec un WIP assez élevé, où chacun aime se lancer dans ces sujets, potentiellement en lancer plusieurs à la fois pour avoir un bon taux d'occupation et être sûr de jamais être à l'arrêt. C'est l'idée, ok. Alors, bon, effectivement, je suis à peu près persuadé que c'est une très mauvaise pratique. L'idée, c'est d'aller chercher à comprendre un petit peu à la racine pourquoi ce besoin. Est-ce que c'est la peur d'être potentiellement inoccupé, de se retrouver coincé, de se retrouver en dépendance avec une autre équipe qui va empêcher d'avancer? Il faut poser un petit peu toutes ces questions. De manière générale, je pense que c'est important de prouver par l'exemple que cette approche-là pose des problèmes. De prendre des cas de figure où il y a quelque chose qui a foiré et de mettre en avant le fait que, dans ce cas de figure-là, de manière honnête évidemment, mais de dire, regarde, le WIP, le fait qu'on ait tout ça ouvert en même temps, c'est tel problème, ça nous a causé tel problème, ça fait partie du problème. Et je pense que c'est bien d'essayer de trouver des exemples au sein de la même équipe ou éventuellement de la même entreprise, des personnes qui seraient peut-être un peu plus ouvertes, de leur dire, regarde, on fait l'essai pendant, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois, de mettre le WIP ici, de voir ce que ça engendre comme problème, ce que ça engendre comme chose peut-être positive, et d'en tirer des enseignements. C'est des choses que j'ai pu constater qui marchent assez bien quand on a des personnes qui veulent bien se lancer là-dedans. Mais de manière générale, à partir du moment où il y a une résistance sur une proposition de changement, c'est bien d'essayer de comprendre où est l'inquiétude. Et il n'y a rien de plus efficace que d'écouter les gens, sincèrement, sans chercher à leur expliquer qu'ils ont tort, mais pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, en fonction de ce qu'il y a derrière, ça peut être tellement divers, adopter la réponse qu'on va essayer d'apporter à ça. Il n'y a pas de... Là, c'est comment nous, en fait, on a adressé des problématiques qui sont hyper classiques dans toutes les entreprises. Il y en a qui vont te dire, nous, on ne met pas les devs dans la rédaction d'user story parce qu'on a envie de ceci, cela. Et peut-être que ça marche très bien. Nous, ce mode de fonctionnement-là a très bien marché. À partir du moment où l'équipe a mergé avec davantage de monde, l'équipe a changé, il y a des pratiques qu'on avait là, qu'on a arrêté de faire ou qu'on a fait évoluer parce que ça ne convenait pas à d'autres personnes dans l'équipe. On a trouvé un moyen d'aligner tout le monde sur nos pratiques. Et le message systématique, c'était, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, en fait. Rien ne nous empêche d'essayer des trucs, de constater que c'est nul, et bien de faire autre chose. C'est pas grave. Ça n'a rien d'engageant de changer une pratique. À partir du moment où on arrive à faire passer ce message-là dans l'équipe, pas juste de le dire, mais de le mettre véritablement en pratique, on arrive à avoir des équipes qui sont plus ouvertes à essayer des trucs. Même si de prime abord, des fois, se voir faire ça, bon, pas trop, bon, on le fait une semaine, on le fait un sprint, on verra bien. Et des fois, il y a des excellentes surprises, et des fois, des choses qui semblaient être de manière évidente une excellente idée, finalement, ça n'a pas marché. Il y en a qui ont faim. Oui. Est-ce que tu avais le support et le soutien de l'organisation autour pour mettre en pratique là ou...
alors est-ce que j'avais le support, le soutien de la direction et de l'organisation de manière générale, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a mis en place de manière autonome? Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines pratiques qu'on a pu mettre en place parce qu'on avait un environnement autour de nous qui était favorable. Typiquement, les releases fréquentes, si on n'avait pas eu ces environnements de preview, si on n'avait pas eu ce système de potentiellement ça peut partir n'importe quand en production, on se serait heurté à des problématiques de type « Ah, ben, il y a une autre équipe qui est en train de travailler dans ce repo, elle n'a pas fini, donc vous ne pouvez pas encore déployer. » Ou alors, comment dire, on avait des monolithes aussi sur lesquels on était beaucoup plus précautionneux. Pareil, si on n'avait pas eu ces environnements de preview pour les tester et puis affirmer qu'on était en capacité de livrer de manière sereine, on n'aurait pas pu faire non plus. Donc, en fait, ce qui était interconnecté avec le reste de l'entreprise, il a fallu des fois faire évoluer les pratiques et mettre en place de l'outillage pour que ça fonctionne. Par contre, sur ce qui était la tambouille interne de l'équipe, on faisait notre vie. On était l'équipe qui était quasiment la seule à faire autant de pair et de mob programming. Il y a d'autres équipes où ils ne le faisaient absolument pas. Et j'ai envie de dire, tant qu'ils délivraient, qui on était pour aller leur donner des leçons, en fait. Nous, ça marchait bien comme ça. Et on avait besoin que ça marche comme ça, parce qu'on avait des développeurs plus juniors qui avaient besoin de monter en compétences. Et si on n'avait pas fait ça, on se serait retrouvé dans une équipe où tu as ton senior ou ta senior qui porte un petit peu le truc, puis les autres qui gravitent un peu autour. Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait que chacun puisse significativement contribuer à tout. Donc, c'est un petit peu le message que j'essaie de passer à mes clients. Il faut essayer d'identifier dans tes pratiques qui s'interfacent avec le reste du monde et ce qui reste à l'intérieur de l'équipe. Et ce qui reste à l'intérieur de l'équipe, il faut vous sentir légitime dans le fait de complètement décider comment vous faites les choses. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire « Ouais, vous ne pouvez pas faire de pair programming ». Pourquoi? Ça emmerde qui, en fait? Ça nous regarde, nous, si derrière on délivre des choses qualitatives, fréquentes, qu'on respecte les délais, entre guillemets, et qu'on n'emmerde personne autour de nous, il ne faut pas juste nous dire qu'il ne faut pas faire ça parce qu'on n'aime pas que vous fassiez ça. Il faut argumenter. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. C'était la dernière? On est bon? Merci.